Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Donc maintenant, nous accueillons l'équipe d'Hélium pour une rencontre autour du thème bestiole, des documentaires en BD pour les petits curieux. Et je donne la parole à Sophie Giraud. Alors, bonjour à tous, je suis donc l'éditrice d'Hélium et nous sommes ici en compagnie de l'ensemble des autrices, illustratrices, productrices, j'espère, puisqu'elle doit se connecter, et qui ont réalisé la collection Bestiole de livres adaptés des podcasts de France Inter. Cette collection de podcasts est très connue aujourd'hui et il est clair que maintenant, beaucoup d'enfants connaissent et écoutent ces podcasts et nous avons eu envie, avec l'équipe de France Inter et du Muséum d'Histoire naturelle, qui est également partenaire des podcasts, de réaliser des livres, toute une collection autour de ces animaux, ces bestioles, héros de chaque podcast. Alors, je voulais commencer par peut-être demander à Flora de partager les images, si on peut. Voilà. Alors, je vais présenter les diverses interlocutrices de cette petite rencontre, une rencontre qui va être très féminine puisqu'il y a que des femmes qui sont connectées à ce podcast, bien que nous ayons dans l'équipe autour des podcasts Guillaume Lecointre, zoologiste et professeur du Muséum d'Histoire naturelle, qui en a validé toute la partie documentaire et naturaliste de ces livres BD. En fait, ce sont des livres BD et des podcasts qui ont été construits autour de la connaissance d'un animal, mais au lieu de le présenter d'une façon un peu didactique, austère, en fait, les podcasts inventés par France Inter et par nos autrices ont donné la voix à chaque animal pour créer un dialogue avec l'humain. Alors, dans les autrices qui sont présentes, il y a Alice Buteau. Alice Buteau, vous êtes autrice et comédienne. Vous avez publié plusieurs livres à l'École des loisirs. Et l'année dernière, en 2021, vous avez reçu la Pépite du Festival de Montreuil pour un livre, cette fois publié chez Gallimard Jeunesse, Les filles montent pas si haut d'habitude, qui a obtenu une pépite dans le domaine fiction junior. Vous êtes aussi l'autrice des Mondes de Chloé. C'est un podcast qui est sur France Culture et qui traite de l'astrologie, des astres et de la mythologie. Voilà. Isabelle Colomba, vous êtes aussi autrice de documentaires et de romans destinés à la jeunesse. La lutte pour l'environnement, pour le vivant, est au cœur de beaucoup de vos ouvrages. Vous avez publié 2 livres dans la collection de ceux qui ont dit non, l'un consacré à Chico Mendes, autour de la déforestation, l'autre à Rachel Carson, autour de la destruction de la nature. Ce sont notamment 2 ouvrages qui traitent de la planète. Mais plus récemment, chez Actes Sud Junior, vous avez signé un livre qui a un tout autre thème puisqu'il s'agit du rugby au féminin et l'album s'appelle Les combattantes. Julie Colombet, on ne vous verra pas parce que la connexion n'est pas très bonne. Vous êtes illustratrice et on peut dire que les animaux tiennent une place tout à fait particulière dans votre travail. On
pourra mentionner 2 albums documentaires extrêmement réussis, l'un chez Casterman, Le Grand Défilé des animaux, l'autre Le Bestiaire des grands et des petits chez Actes Sud Junior. Et vous avez rejoint Helium enfin, tu as rejoint Helium dans une veine beaucoup plus fantaisiste autour d'un album, enfin, dans un album, Betty et Burt, mais qui met à nouveau en scène des animaux, une grenouille et une chauve-souris devenues amies. Stéphanie Fromentin, si vous m'entendez, je ne sais pas si tu es là, vous êtes un couteau suisse, j'ai lu dans la biographie vous concernant, un couteau suisse de l'audio. Vous signez des récits documentaires pour Affaires sensibles. Vous êtes formatrice radio, coach vocal et surtout productrice de ces podcasts. Les auditeurs vous reconnaîtront parce que votre voix annonce sur France Inter la météo. Pour ma part, donc, je suis l'éditrice d'Helium et c'est avec un grand plaisir que j'ai orchestré en fait cette rencontre entre des talents différents, des genres différents et cette façon de reprendre de l'audio pour en faire des livres, c'est-à-dire pour les créer sous forme de bande dessinée. Je vais peut-être commencer par Julie Colombet. Voilà, Julie, je voulais savoir, puisque tu travailles pour nous sur des albums, comment s'est passé le travail d'adaptation de ces podcasts en bande dessinée? Comment le découpage en bande dessinée s'est imposé à partir de ces dialogues, de ce dialogue entre l'animal au centre de chaque livre et l'humain qui n'est pas représenté dans le livre. Et je te laisse la parole pour que tu nous dises un petit peu comment tu as travaillé. Alors, j'espère qu'on m'entend. Oui. Eh bien, en fait, comme tu l'as dit, parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, la bande dessinée s'est imposée à nous. Et le découpage était finalement assez simple. C'était plus difficile d'orchestrer les différents types de narration entre la bestiole qui parle au lecteur, le narrateur qui parle aussi à la bestiole. Enfin, il a fallu un peu... ça, c'était dur à articuler, mais voilà, ce qui compte, c'était qu'on retranscrive bien le fait que c'était drôle, le fait que c'était rythmé aussi, et de bien comprendre que le... Ah, on ne t'entend plus très bien. On peut remarquer sur tes refs là combien tu as créé des vrais personnages. Et je crois que c'est ce qui, bon, moi, m'a fait avoir envie de travailler avec toi sur la collection. C'était ta capacité, on peut voir d'autres pages peut-être, ta capacité à créer à la fois un personnage de bande dessinée qui serait cet animal dont on parle, un animal qui a des caractéristiques naturalistes, donc il fallait quand même qu'on reconnaisse tout à fait précisément, mais qui en même temps devait être drôle. Et c'est vrai que la bande dessinée permet ça, c'est-à-dire de créer des personnages, de les rendre vivants, de voir, comme c'est le cas dans toute cette série de podcasts, ce dialogue se mettre en place entre l'animal et l'humain, et en effet un narrateur qui de temps en temps intervient. Le narrateur est l'humain, mais aussi l'animal semble, et c'est ça qui était très fort dans ce que tu as fait, semble s'adresser vraiment à l'enfant qui va lire cette histoire. Je vais demander, je vais poser une petite question à Alice Buteau, puisque on est sur le pouls. Alice, comment... Non, pas du tout, pardon, excuse-moi. Isabelle, pardon, excuse-moi. Isabelle, comment as-tu fait pour faire de ce pouls, cette bête noire des enfants, un personnage aussi amusant et finalement tendre, presque sympathique,
comment as-tu fait pour créer ce personnage? Alors d'abord, parce qu'on choisit les animaux sur lesquels on veut écrire dans ce podcast Bestiole. Et donc j'ai choisi le pou parce que c'est d'abord une bestiole mal aimée. Hein. Mhm. Et moi, quand il y a une injustice, puisque je trouve que le mal aimé, c'est pas juste, bah ça me donne envie d'écrire. Donc déjà, raconter le pou, c'est rétablir une vérité. Mhm. Et puis après, ma préoccupation, c'était pas forcément de le rendre sympathique, c'était surtout d'en faire un être vivant. Parce qu'on ne le voit pas, il est tout petit. Et pour moi, il est si petit que d'ailleurs, on ne le connaît pas et qu'on a souvent envie de l'éliminer, donc le supprimer. Et puis parce que ça peut sembler tellement embêtant un pou qu'on le voit uniquement comme une chose, comme un objet. Et puis un coup de bombe et puis c'est fini. Et donc moi aussi, il y avait cette idée derrière. Tout à l'heure, Sophie, vous avez parlé du livre de Rachel Carson que j'ai écrit pour Actes Sud Junior. C'est aussi une façon de considérer les autres êtres vivants. C'est-à-dire que nous, les humains, on a souvent tendance à regarder un peu les choses de haut. Et il y a d'ailleurs, pourquoi je parle de Rachel Carson, parce que elle a été la première lanceuse d'alerte sur les méfaits des pesticides. Et quand j'écrivais sur les poux, j'y pensais souvent, puisque Rachel Carson dénonçait le fait que l'homme est en guerre contre la nature. Et nous, on est souvent en guerre contre les poux. Et c'est drôle d'ailleurs parce que je crois que tout le livre dit ça, dit que finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'être en guerre contre cet animal. On pourrait presque considérer, les enfants, ça les ferait rire aussi beaucoup, qu'il vaudrait presque mieux les laisser tranquilles dans les cheveux jusqu'à ce qu'ils s'en aillent de façon naturelle. Au fond, cette bagarre est un peu sans issue. Ouais, moi j'avais vraiment envie c'est vraiment rétablir une vérité et aller à contre-courant peut-être de la façon dont on considère les poux. Et puis du coup aussi, j'avais aussi envie de me mettre à hauteur de poux, mais comme on dit aussi, comme quand on écrit pour la jeunesse, à hauteur d'enfant. Et c'est en fait comme n'importe quelle histoire qu'un écrivain, une écrivaine raconte. On essaye de se mettre à hauteur du personnage qu'on a décidé de raconter. Et donc, c'est toujours un peu le même processus. On se fond dans la peau du personnage et c'est une aventure forcément risquée parce qu'il faut essayer de ne pas plaquer des choses qui n'existent pas sur le personnage. Et c'est encore plus vrai pour un pou. Je ne pouvais pas faire comme si c'était un être humain. Et je ne pouvais pas faire comme si moi, j'étais Madame Pou. Et en plus, et après, il y a cette idée quand même que l'histoire du pou, elle est quand même assez tragique. Hein. Il peut vivre que sur les têtes d'êtres humains, d'êtres humains qui veulent le déloger. Et moi, du coup, quand il y a du tragique, forcément, il y a de l'humour parce qu'il n'y a que ça comme solution. Hein, sinon, c'est désespérant. Donc, c'est comme ça, je pense que peut-être je l'ai rendu sympathique, en tout cas, j'espère. Alors donc, comme je le disais au départ, en fait, ces livres fonctionnent en une bande dessinée et puis en quelques incursions à l'intérieur des planches. On verra des endroits où il y a comme des zooms sur les parties de l'animal, les différentes caractéristiques de l'animal, mais c'est surtout à la fin, et on peut peut-être remontrer la planche, et là on voit ce qu'est un pou. Alors on voit que dire laid comme un pou, c'est pas totalement faux, c'est-à-dire que ce n'est pas quand même un animal d'une beauté incroyable, mais c'est toujours intéressant pour l'enfant de visualiser en effet ce qui le gratte dans sa tête et de voir que voilà, c'est un tout petit animal qui finalement provoque assez peu de dégâts à part ces grattements dans la tête. Alice Buteau, vous avez, deux titres dans la collection, mais alors vous avez choisi plutôt des animaux extrêmement jolis. Le marmotton, qui est sorti donc en même temps que le pou, puisque les deux livres sont sortis là au mois de septembre,
Et puis, au mois d'avril prochain, on aura le lynx, dont on pourra voir quelques éléments. Et dans les deux cas, ce sont des animaux, en ce qui concerne le marmotton, absolument adorables, et en ce qui concerne le lynx, absolument magnifique. Est-ce que vous avez fait des choix en ce sens, ou c'était tout à fait Non. des hasards? J'avais pas pensé à ça, à l'aspect aimable pour l'homme de l'animal. Déjà, le marmotton, c'est le premier, c'était la première série. Je ne sais plus si le Pou, c'était la première. Non, voilà, le marmotton. C'était le dernier. Je ne me souviens pas, je ne sais pas si je l'avais choisi ou pas. Peut-être après, c'est venu, on pouvait choisir, mais je ne sais pas si dès la première saison, on choisissait. Mais bon, peut-être que j'ai choisi, je ne me souviens pas. Moi, je crois que oui, je l'avais choisi. Je crois que c'était voilà, le fait qu'il hiberne pendant 6 mois, ça me plaisait. Je pense qu'en général, c'est plutôt, avant, quand je choisis les animaux, voilà, je regarde un petit peu leurs attributions, les choses un peu spécifiques, leur comportement. Et souvent, il y a quelque chose qui fait tilt, qui me dit, ah ça, voilà, qui me donne envie d'en savoir plus sur l'animal. Et sinon, c'est vrai que ce marmotton, il n'est pas si mignon que ça. Donc peut-être j'ai pris le contre-pied de la gentille petite marmotte avec une voix gentille, parce qu'il est, voilà, c'est un peu, ça raconte une évasion ratée, et lui, il n'est pas spécialement sympa. Il est un peu en colère, il est un peu grognon. Voilà. Il n'a pas envie d'aller se coucher, en fait. Il est très proche des enfants, et c'est peut-être pour ça qu'il a tellement de succès en téléchargement. Je crois que c'est un des meilleurs de la première série. Donc, j'avais pas pensé au fait que peut-être il était de mauvaise humeur parce qu'il était fatigué. J'aurais pu. C'est une interprétation très juste. Peut-être que c'est ça, en fait. Mais même, moi, j'aimais bien qu'il soit un peu, voilà, qu'il soit pas poli avec le narrateur, qu'il y ait aussi un truc qu'un enfant, qu'il n'ait pas justement la politesse des enfants bien éduqués. Voilà, c'est une marmotte et qu'il fonctionne pas avec les mêmes règles. Et donc, voilà, il dit ce qu'il pense. Peut-être que c'est effectivement une des choses qui plaît aux enfants. C'est aussi le fait qu'ils ne soient pas soumis à un comportement social éduqué et qu'ils puissent dire qu'il ne veut pas se coucher, qu'il ne veut pas être comme les autres. Est-ce que vous avez été surprise, Alice, de la façon dont ces deux livres sont devenus, à partir d'histoires qui avaient été radiophoniques, donc, sont devenus ces livres en bande dessinée? Est-ce que ça vous a surpris, ou est-ce que justement l'extrême facilité de transition entre l'oralité et la bande dessinée vous a semblé pour vous une évidence? J'étais assez surprise de ne pas réadapter le texte. Que chez Helium, vous ne me demandiez pas de retravailler le texte. Donc ça, c'est vrai que ça m'a même inquiétée. Inquiétée relativement, mais après, quand j'avais confiance dans votre maison, et puis quand j'ai vu que c'était Julie Colombet qui allait réaliser le travail, j'étais pareil, je connaissais son travail, voilà, et je l'admirais. Mais ensuite, j'ai vraiment compris que ça fonctionnait sans changer le texte, en le découvrant et en le lisant avec mon fils et en écoutant en même temps le podcast, en fait. Là, j'ai compris pourquoi il fallait pas changer le texte, parce que c'est comme le livre CD et que ça fonctionnait comme ça, et qu'ensuite je pouvais même lui laisser en autonomie, comme on dit, lire et écouter et essayer de tourner les pages par lui-même. Alors, nous avions demandé à Stéphanie Fromentin, qui visiblement n'a pas réussi à se connecter. Mais si, je suis là. Ah si, tu es là. Je suis là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Donc, nous avions demandé à Stéphanie de veiller à cette adaptation. Mais c'est vrai que, très clairement, quand on a vu les dessins de Julie, le découpage commencer à arriver, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire, en fait. Et bien entendu que s'il y avait eu des choses à faire, on vous aurait
demandé, mais pour nous, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Alors, Stéphanie, puisque tu es là, tu peux peut-être revenir sur les débuts de l'origine de ce podcast. Ah bah oui. Et aussi sur pourquoi tu souhaitais qu'ils deviennent des livres. Ah bah, l'origine du podcast, d'abord, bonjour à toutes. J'ai eu des petits soucis de connexion, veuillez m'en excuser. L'idée, elle est double en fait. Elle est d'abord, elle est venue de deux entités différentes. D'abord le muséum, qui voulait créer un bestiaire sonore pour montrer un peu ce que c'était que la vie animale. Et puis, l'autre idée par rapport à France Inter, c'était de créer un podcast qui était un petit peu plus, j'allais dire, marketing, entre guillemets, créer un podcast ludique, instructif, à destination des enfants. Et donc, la convergence, bah, ça a été bestioles, puisque le fonds de commerce, j'allais dire, du muséum, c'est quand même les bestioles, les animaux. Et pour France Inter, bah, c'est le son. Et donc, on a essayé de produire un bestiaire sonore naturaliste qui propose cette aventure de la vie animale dans ce qu'elle a de plus strictement naturel. Et en même temps, comme c'est difficilement audible, j'allais dire, une vie de bestiole, c'est un anthropomorphisme dont nous avons eu besoin pour le mettre en son, sinon il n'y avait pas de podcast, voilà. Mais c'est le seul anthropomorphisme que nous avons concédé. Et par rapport au muséum, parce qu'on devait vraiment, vraiment, vraiment rester dans la rigueur scientifique, le naturalisme, j'allais dire le plus rugueux et le moins fun, le moins dynamique. Et, mais en passant par... Alors, si on voit d'autres planches, on se rend compte en effet, voilà, par exemple, celle où on voit, juste avant celle où on voit voilà, le renard et à côté, combien Julie a joué le jeu de ce naturalisme. Et c'était sa formidable capacité à passer d'une représentation de l'animal quasi réaliste à ce petit personnage de bande dessinée sans véritablement perdre de vue les réalités de l'animal. Comment est-ce que... Excuse-moi pour finir là-dessus, c'était quand même le challenge de départ, c'était de faire en sorte que ce soit quelque chose de très documentaire et en même temps de très dynamique d'un point de vue sonore. Et ça, c'est rendu par le docu-fiction et par le dessin animé sonore qu'on a construit avec podcast et que Julie a très bien rendu par la bande dessinée, puisque c'était le seul biais possible pour retranscrire en livre de manière à la fois naturaliste mais ludique la vie de ces bestioles-là. Si on se pose des questions sur ces animaux, on peut peut-être voir un peu plus le lynx si on l'a à la fin voilà, la marmotte. Et voilà donc les deux nouvelles parutions qui seront en 2023. Donc le lynx, puis le merle écrit par Marie Desplechin. En voyant l'ensemble de ces planches, si on voit les planches qui suivent, on se rend compte combien l'animal est au cœur du podcast. C'est un peu différent de podcasts usuels où on fait une histoire. Là, véritablement, le personnage central, c'est l'animal. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est complètement inédit, en fait, dans l'histoire du podcast. Bon, le podcast, déjà, c'est un petit peu nouveau, entre guillemets, même si c'est que de l'audio après tout. Mais ce qui était très important pour le muséum et pour nous aussi, c'était d'avoir un personnage principal. La star, en fait, c'était l'animal. Et bon, on a mis un humain avec lui qui est représentatif d'une espèce différente de ce qu'il est lui, mais en fait, qui vit dans le même environnement, la même biodiversité. Et c'était important pour nous de ne pas faire de hiérarchie entre l'animal et l'humain. Et c'est pour ça que dans le livre, on n'a pas retranscrit l'humain, on l'a gardé juste en petite bulle extérieure pour qu'il reste quand même. Ce sont les bulles grises là qu'on voit. Il y a plusieurs, donc il y a les bulles blanches, c'est le personnage, et les bulles grises, c'est l'humain qui intervient dans l'histoire. Voilà, et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, l'humain, c'est l'enfant.
Et il est comme s'il était intégré complètement à la bande dessinée. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur le lynx qui est magnifique. Et je remercie encore Alice de nous avoir fait un gros challenge là-dessus parce qu'elle a écrit ce lynx en rime, en alexandrin. Donc, dans un podcast, c'était assez osé. Et de le rendre, il rentrait très bien en livre. Alice, tu peux être tranquille d'esprit là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que je vais revenir au travail qui a été fait avec les auteurs, Stéphanie, et avec les autrices. Stéphanie, est-ce que quand tu choisis, comment vous choisissez les animaux au départ des podcasts avec le muséum et comment ensuite, et là je vais peut-être demander à Isabelle de nous répondre, comment se construit l'histoire entre faits scientifiques et histoire. Alors, pour le muséum, d'abord, ils sont venus avec une première liste de 30 bestioles qui était assez scientifiquement créée, j'allais dire. Donc, il y avait des arachnides, des squamates, des choses comme ça. Très vite, donc c'est la première salve de 30 bestioles sur lesquelles on a travaillé. Et puis ensuite, quand on s'est retrouvés, ils étaient tellement contents de ce que ça donnait que moi, j'étais arrivée avec une liste de 60 bestioles qui a été en fait donnée au fur et à mesure des discussions avec les gens, avec les enfants aussi, beaucoup, qui me disent « Ah, mais alors le flamant rose, quand est-ce qu'il va sortir? Oh, avec le machin, le truc, le bidule. » Donc voilà comment s'est construite cette deuxième liste. Et pour ce qui est des auteurs, du choix des auteurs, je pars du principe qu'on n'écrit bien qu'avec le cœur. Et donc, je leur laisse entièrement choisir la bestiole qu'ils veulent. Et ça se distribue tout naturellement en fonction des affinités, en fonction de plein de choses différentes. Elle nous parlait du pouls tout à l'heure, Isabelle, des mal-aimés. Il y a pas mal d'auteurs qui choisissent les mal-aimés. Et puis, il y en a qui choisissent peut-être plus au feeling. Ça dépend aussi de leur... J'ai Gwenaël David qui travaille aussi pour Helium, lui, il est très pointu sur les petites bestioles. Et alors, lui, quand je l'ai recruté, entre guillemets, il me restait la moule à distribuer. Je lui ai dit, si vous me faites une aventure avec une moule, je vous prends pour la suite. Et après, il s'est mis à choisir des petites bestioles un peu spécifiques, très bizarres, genre le lépisme, des choses comme ça. Voilà. La distribution se fait comme ça. Donc Isabelle, comment est-ce qu'à partir des faits scientifiques, tu arrives à créer cette histoire, en fait? Alors, le pouls, c'était la dernière bestiole sur laquelle j'ai travaillé. Avant, j'ai écrit sur des bestioles énormes pour l'éléphant, l'autruche, l'orang-outan, puis un tout petit, l'hippocampe. La différence avec le pouls, c'est que c'est quand même une des bestioles que je connaissais peut-être intimement le mieux. C'est-à-dire que j'ai moi-même été une tête à poux et comme je suis maman de 4 enfants, j'ai de nombreuses campagnes anti-poux à mon actif. Donc, j'ai tenté plusieurs fois de déloger, parfois en vain, des poux. Donc ça, c'est quand même une chose avant de... Voilà. Et puis, mais comme pour toutes les autres bestioles, en fait, j'ai d'abord commencé par chercher tout ce que je trouvais sur les poux. C'est-à-dire que, alors, au fil du temps, la méthode s'est un peu rodée avec le muséum. Moi, au départ, je n'avais pas trop de fiches qu'on me donnait. C'est moi qui me suis fabriqué vraiment ma documentation. Puis après, le muséum m'a donné des fiches. Pour le coup, j'ai eu assez vite une fiche. Mais en fait, c'est une fiche assez succincte et assez sèche de ce qu'est l'animal. Et comme quand même, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est pas de faire du documentaire au sens strict du terme, mais de raconter une histoire. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, le pouls, c'est un personnage comme un autre, en fait, en tant qu'écrivaine. Et j'ai besoin de m'immerger dans une documentation scientifique, parfois très, très pointue. Et alors, voilà. Et parce que j'ai besoin d'un mot, d'un détail, parfois même je regarde des vidéos. Pour le pouls, j'ai vu pas mal de vidéos de pouls au microscope. Et parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait un détail ou quelque chose qui me mette sur la voie et qui me permette peu à peu d'imaginer un scénario de mon histoire.
Donc ça, c'est très important et ça prend énormément de temps. Hein. Ça paraît complètement peut-être surdimensionné parce qu'on se dit, pour une histoire de 10 minutes, quel est l'intérêt? Alors, je ne sais pas si tous les autres auteurs font comme moi, mais en tout cas, moi, c'est ma méthode. Et après seulement, donc, je commence à écrire, à raconter mon histoire. Mais en fait, pendant tout le moment où j'écris, j'ai sans cesse besoin de vérifier que ce que j'écris, c'est juste, en fait. Mais je trouve que c'est tout l'intérêt, en fait, d'être partie du podcast pour faire ces livres. C'est la richesse, en fait, qu'on sent derrière le livre. Et d'une certaine manière, moi, ce serait un peu comme ça que je vois l'édition jeunesse. C'est-à-dire que pour les gens qui ne connaissent pas l'édition jeunesse, ils pensent que c'est facile de faire des livres pour les enfants. Et en réalité, moi, je crois vraiment... et en ayant publié un certain nombre de livres et en ayant côtoyé un certain nombre d'auteurs, que c'est quelque chose qui est très profond, c'est-à-dire qu'il faut avoir emmagasiné pas mal de connaissances pour avoir envie de les donner de la façon la plus joyeuse, la plus fictionnelle et la plus accessible possible. C'est-à-dire que on voit bien dans ce travail que vous avez fait sur le pouls, Isabelle et Stéphanie, mais aussi Alice, que vous avez fait sur le lynx et le marmoton, que c'est cette connaissance qui innerve réellement les histoires, qui leur donne de la matière et qui, d'une certaine manière, permet aux enfants de découvrir plein de choses, parce qu'il n'y a pas la peur du livre compliqué. Il y a un personnage qui s'appelle un pouls et qui vous dit comment sont ses pattes, comment il se tient à un cheveu, comment... voilà, donc c'est en ça que ces livres, moi, me plaisent beaucoup, parce qu'ils sont très riches de connaissances et en même temps, ils sont très simples d'abord. Sophie, je peux intervenir là-dessus? Absolument. C'est un immense travail que les auteurs accomplissent, parce que la science nécessite une rigueur, j'allais dire au poil de poux près. Et effectivement, les fiches que Isabelle et Alice n'ont pas eu la chance d'avoir dès le début, parce qu'elles ont essuyé un peu les plâtres. Ce podcast est écrit en 4e vitesse, mais maintenant, chaque auteur a une fiche d'éléments remarquables fournie par Guillaume Lecointre et auquel il ajoute des éléments parfois. C'est très, très rugueux. C'est une écriture très, très rugueuse, très aride. Il y a des fois où on ne se comprend pas avec Guillaume Lecointre quand il m'explique certaines choses sur des fiches que je n'ai pas comprises. Et le travail que font les auteurs et les autrices dessus sur ces fiches, d'après de création d'une histoire et d'une aventure qui soit à la fois ludique, à la fois dynamique et qui est accessible aux petits avec des mots parfois compliqués que je leur conseille souvent de laisser. C'est un travail qui est énorme, on ne se rend pas compte, et cette vulgarisation scientifique, là, le muséum en est très fier, parce que c'est la première fois pour eux qu'ils ont réussi à transmettre des informations scientifiques à des petits de manière aussi fluide. Voilà. Alice, comment ça s'est passé sur la marmotte? Est-ce qu'il y avait un aspect particulier de la marmotte qui vous inspirait particulièrement et qui vous a amené à écrire le podcast? Un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur voilà, l'idée d'évasion, de marmotte rebelle. Voilà. Je me disais que les enfants pourraient avoir envie de le suivre et de s'identifier à lui et que ça les amuserait. Après, par rapport à cette question de faculté de la marmotte particulière, moi, je ne sais pas, je me disais sa vision à 300 degrés, c'est pas mal quand même. C'est Vibris. Mais voilà, c'est comme vous disiez toutes, je trouve que c'est cet équilibre à trouver entre des informations scientifiques assez froides, en fait. Et il faut trouver cet équilibre entre ces informations et réchauffer tout ça avec avec une personnalité, avec de la fiction.
Pardon? Avec de la fiction, avec quelque chose qui Avec se passe. de la fiction, avec voilà. Et parce pour pas, c'est vrai qu'au départ, que ça fasse pas exposé. Voilà, moi j'avais très peur, ça me rappelait les exposés en classe et le côté aussi pédagogique qui pour les enfants. Voilà, il y a souvent, on fait souvent des choses avec un aspect pédagogique. Il faut que les enfants apprennent quelque chose et lui, voilà, et trouver cet équilibre pour. En fait, ce qui était très intéressant, et je crois que on est une grande équipe en fait autour de ces podcasts et de ces livres, et on pourra peut-être demander à Stéphanie pourquoi c'était important pour France Inter que les livres existent. Mais en tout cas, ce qui paraît assez intéressant, c'est que ça unit plein de talents. Comme je disais au début, il y a évidemment les connaissances du muséum. Alors, c'est vrai, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, que tous les refs, là on voit les refs en noir et blanc, c'est même des dessins assez poussés d'ailleurs sur le marmotton qu'avait fait Julie. Tous ces dessins sont relus par le muséum, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent, sur une mise en couleur, dire il faut que ça soit un peu plus foncé, un peu plus clair. La seule petite fantaisie, et je regrette que Julie ne soit plus avec nous, à moins qu'elle y soit et que je ne l'ai pas entendue. Oui, je suis revenue. Ah, tu es revenue, c'est super. Mais non, ça a coupé quand je parlais. Ouais, c'est dire que la seule fantaisie qu'on s'est permise et que nous a permise le muséum, c'est les yeux qui sont caractéristiques de ton dessin. C'est ces yeux rigolos que tu mets systématiquement sur tes animaux et tes personnages. Mais sinon, tout a été contrôlé, même le côté un peu stylisé du personnage de bande dessinée a été contrôlé par le muséum. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, du coup, Julie, puisque tu es revenue parmi nous, sur le travail que tu as fait et si c'est ton amour des animaux qui t'a conduit à accepter cette aventure. Oui, mais pas que. Enfin, moi, je dirais surtout que c'est des histoires drôles. Les personnages sont drôles. Moi, j'aime bien. Enfin, j'ai toujours envie que les livres, les histoires que je fais fassent rire les enfants. Donc là, le podcast est très drôle. Ce qui se passe dans les bestioles, c'est marrant. Elles le sont aussi. Après, moi, j'aime dessiner les animaux. J'aime surtout dessiner les animaux poilus. Donc, j'avais de quoi faire aussi. Et, et ma manière de procéder, c'est de... Zut. Ah, c'est on t'entend, on t'entend. Ah bon. Est-ce que Recoupé. oui, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, ce qui est important dans des livres, c'est d'avoir des auteurs. C'est ça que tu nous dis? Non, je disais que ça m'a fait plaisir de participer à cette aventure parce qu'il y a beaucoup d'humour et que je trouve qu'on apprend beaucoup par l'humour. Donc, En tout cas, en tant qu'éditrice, c'est véritablement pour moi, une des choses les plus importantes que j'ai essayé d'introduire dans le catalogue Hélium, c'est cette possibilité de curiosité qui s'accompagne justement, enfin, qui est facilitée par l'humour, par la fantaisie, c'est-à-dire que apprendre, ce n'est pas que austère, c'est aussi joyeux. Et le livre jeunesse a vraiment cette capacité à offrir effectivement des bonnes histoires créées par des auteurs et des personnages comme tu les as faits qui sont totalement vivants et proches des enfants. pardon, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi, Ah, pardon. parce que je voulais Mais savoir. Oui, vas-y, tu peux continuer parce qu'on n'a pas pu beaucoup t'interviewer du coup parce qu'on ne t'entendait pas. Bah oui, je perds le fil, ça coupe à peu près toutes les 2 minutes. Donc, excuse-moi, ce que tu demandais. Eh ben, non, je rebondissais sur
la façon dont tu disais que c'était important qu'il y ait de l'humour pour transmettre la connaissance et qu'en effet, ces podcasts ont cette grande qualité de rendre la connaissance des animaux quelque chose de simple. Comme le disait Stéphanie, ça part d'un vocabulaire peut-être un peu compliqué. À la fin du livre, on a des mots qui sont un peu plus compliqués. Sur les rabats du livre, puisque ce sont des petits carnets rabats, on a aussi une fiche signalétique avec des noms latins compliqués. Mais globalement, cet humour, la façon dont toi, Julie, tu as rebondi vraiment dessus pour créer tes personnages, rendent le documentaire extrêmement proche des enfants. Oui, ben, on retient mieux aussi, je pense, quand on applique quelque chose en s'amusant. Enfin, je le vois quand je fais les ateliers avec les enfants. Une information drôle, ça va rester beaucoup plus longtemps. Donc, je trouve qu'effectivement, ça fonctionne très bien. Comme ça, on apprend des choses, mais sans en avoir l'air. Alors peut-être, oui, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler de ta volonté d'en faire des livres, hein? Je ne suis pas sûre que tu aies répondu à ça. Non, je n'ai pas répondu à ça. Et effectivement, le côté humour et apprentissage, malgré eux, les enfants, ils ne se rendent pas compte qu'ils apprennent plein de trucs, quoi. Non, la volonté, elle n'était pas là parce que moi, je n'étais pas du tout dans l'idée de faire un livre avec bestioles. Ma commande, c'était de faire un podcast et j'étais tout à fait concentrée là-dessus. Et puis, il s'est avéré que des éditeurs comme chez Helium ont écouté ce podcast, l'ont trouvé super et ont contacté les éditions Radio France, qui eux-mêmes m'ont contacté, m'ont dit un livre. J'ai dit, waouh, génial, parce que pour moi, le livre, c'est la base de tout. Je suis une lectrice immodérée depuis que je suis toute petite. Et voilà, donc ce n'était pas un objectif primordial. Je n'étais même pas dans l'idée de ça. En revanche, quand c'est arrivé dans notre idée, on a fait très, très attention à ce que la maison d'édition soit une maison d'édition qui soit dans la même ligne éditoriale que le podcast et qu'elle se mette en ligne de mire un traitement, une vulgarisation très, comment dire, j'allais dire propre, mais c'est pas ça que je veux dire, mais parce que les autres font pas quelque chose de sale, mais que ce soit toujours avec un peu de classe, parce que je trouve que le podcast, même s'il est drôle, il est quand même élégant. Et on avait besoin de ça. Donc, ce livre reflète complètement ça. Les dessins de Julie sont super par rapport à ça. Ils rendent tout à fait l'humour. La personnalité aussi des autrices et des auteurs qui ont travaillé pour ça transparaît dans les podcasts et elle transparaît aussi dans les livres, alors même que c'est une collection assez uniforme parce que le format est très contraint. Non, je suis très fière de ces livres. Je les trouve très, très beaux. Je pense que Isabelle et Alice seront d'accord avec moi. Ils sont très beaux, ils reflètent bien le podcast. Et pour les enfants et les profs et les parents, c'est un outil merveilleux pour rentrer dans la vie des bestioles. Alors voilà, donc on peut peut-être... je te remercie de tout ce que tu as dit. Je pense que j'espère qu'Alice et Isabelle sont d'accord aussi et Julie. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ces livres, c'est vraiment des allers-retours. C'est-à-dire qu'on a le livre, on a aussi un QR code où on peut aller écouter les bestioles. On peut écouter les bestioles et lire la BD ensemble. On peut au contraire lire le texte tout seul sans écouter le son et se faire son son à l'intérieur. Je pense aussi que c'est pour moi cette façon de bricoler entre l'audio, le texte, l'image, etc. C'est mettre toutes les chances de son côté pour que les enfants se mettent à lire, continuent à lire et au travers de très belles histoires, s'intéressent peut-être à la littérature et ensuite, au travers de belles images et d'une connaissance riche, aillent voir des musées et soient concernés par l'environnement.
Alors, je voulais vous interroger justement les uns et les unes et les autres aussi sur Alors, on va devoir l'environnement. conclure ce webinaire malheureusement, Ah, mais peut-être que les discussions vont continuer au salon à partir absolument. de prochain. Oui. Tard. Donc, nous remercions chaleureusement toutes les intervenantes qui ont participé à ce webinaire qui vient clôturer les 2 jours, les deux journées de rencontres. Merci. Alors, les Merci à éditions vous. Helium seront accessibles. Vous pourrez découvrir les éditions Helium au salon, au niveau 0, stand J10. Et les webinaires seront disponibles en replay, accessibles à partir de mi-décembre. Je vous remercie à toutes. Merci à toutes. Merci. Merci beaucoup à toutes. C'est vraiment très gentil d'avoir participé à ce webinaire. Et voyons-nous sur le salon et buvons un petit verre à cette occasion et pour féliciter Julie de son énorme travail.